Bonjour et bon retour au Paris-Saclay Summit. Cette deuxième journée est placée sous le signe des défis colossaux. Comment allons-nous produire l'énergie de 2050? L'ordinateur quantique est-il un mythe ou la prochaine révolution industrielle? Comment volerons-nous demain? Pour répondre à ces questions, nous avons réuni un casting exceptionnel, des capitaines d'industrie, des chercheurs qui repoussent les frontières de la physique et un prix Nobel qui a changé notre vision de l'univers. Attachez vos ceintures, on décolle tout de suite avec l'un des acteurs majeurs de l'énergie en Europe. On dit souvent que l'énergie est la mère de toutes les batailles. Souveraineté, pouvoir d'achat, climat, tout ramène à notre capacité à produire une électricité décarbonée et abondante. Pour ouvrir cette matinée, nous avons le privilège de recevoir celui qui pilote le réacteur industriel français, relance du nucléaire, défi des renouvelables, avenir d'un géant. Voici tout de suite un grand entretien avec le PDG d'EDF, Bernard Fontana, qui répond aux questions de Géraldine Wössner, journaliste au Point, et le tout sous vos applaudissements nourris, mesdames, messieurs. Merci et bonjour Bernard Fontana et merci vraiment beaucoup d'être avec nous. La troisième programmation pluriannuelle de l'énergie a été adoptée très récemment. On l'a attendu longtemps. Est-ce que pour EDF, ça clarifie vraiment les choses ou qu'est-ce qui reste encore incertain finalement dans cette relance du nucléaire? Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, la PPE 3 est sortie. Elle a un grand mérite, elle clarifie les choses pour beaucoup d'industriels notamment, ceux qui veulent recruter, ce sont des emplois qualifiés, etc. Et puis pour nous, elle nous permet d'avancer, de continuer à avancer. C'est quoi nos grandes priorités? C'est de nous occuper de nos clients et d'électrifier. Ensuite, c'est d'augmenter la durée de vie de notre parc nucléaire. Et maintenant, la PPE ne prévoit plus de fermer 12 réacteurs, mais au contraire, on va travailler, et ce qu'on fait déjà, à augmenter leur durée de vie, augmenter leur puissance là où c'est possible. Ensuite, elle met en avant le fait que nous devons faire des propositions pour 6 nouveaux réacteurs nucléaires, donc un nouveau programme nucléaire, plus en option 8. Elle met également en avant une augmentation de la production hydraulique, et nous réinvestissons dans l'hydraulique. Et enfin, il y a les filières renouvelables. Nous avons une stratégie, on a beaucoup de compétences, de maintien des compétences, et cela nous permet de développer tout ça. Alors, après, c'est toute une affaire d'application. Il faut veiller à la cohérence d'ensemble du système. Et il nous paraît important, nous, c'est de travailler énormément sur l'électrification. C'est un des grands sujets, et nos équipes sont vraiment mobilisées sur cette électrification. Pas simplement un slogan, mais vraiment le faire. Oui. On va y venir. Cette PPE, elle prévoit une optimisation déjà du parc existant qui viserait une production de 380 TWh dès 2030. Or, si je ne m'abuse, vous avez atteint l'an dernier, 2025, 373 TWh. Compte tenu de la modulation, finalement, l'objectif est déjà dépassé, l'objectif pour 2030. Donc, est-ce qu'on va plus loin ? Ah oui, donc effectivement, on a produit 373 TWh, c'est 11,3 TWh de plus qu'en 2024, 53 TWh de plus qu'en 2023, où on était quand même bas, il faut reconnaître. Alors, en 2025, vous avez raison, notre productible disponible était plutôt à 410 TWh. Alors, on a cette ambition de continuer à monter. Quand vous êtes électricien, occupez-vous bien de vos clients, vendez l'électricité et produisez l'électricité. Ça paraît un basique. Et donc, c'est ce à quoi on s'attache. Alors, pour y arriver, il y a le grand carénage. On investit 5 milliards par an pour la moitié pour maintenir notre parc nucléaire et la moitié pour le moderniser, le prolonger. Et on travaille à le faire de façon de plus en plus efficace. C'est ce qu'on appelle le programme START. Nous avons aussi la possibilité d'augmenter la puissance des réacteurs. On le voit partout dans le monde. Prenez les 900 MW, vous changez, vous mettez une turbine un peu plus puissante, vous gagnez 40 MW. Alors, 35 ou 45 selon qui on écoute. Quand j'étais en salle de contrôle l'autre jour, ils avaient gagné 42 MW. Et ça, on peut le faire. Ça donne en plus du travail à nos équipes de Belfort, d'Arabelle. Nous pouvons aussi travailler la puissance des 1300 MW, donc avoir un disponible plus grand. Et puis, il y a notre adaptation au changement climatique. Alors, on s'arrête assez peu, c'est de l'ordre 0,3, 0,5%, si l'eau de la Garonne est trop chaude, etc. Mais on souhaite avoir un parc dans la forme optimale. Et donc ça crée des disponibilités pour produire davantage, pour exporter.
On a exporté 92 TWh l'an dernier, c'est pas mal, c'est plus de 5 milliards d'euros hein, qui rentrent en France. Et au-delà de ça, on va voir avec nos règles du jeu comment on peut s'aménager un espace un peu plus important pour nos parcs nucléaires. Parce que nos clients ont intérêt à ce qu'on produise. Beaucoup de nos contrats sont assis sur une base de 360 TWh, dont tout ce qui est au-dessus fait bénéficier un effet prix à nos clients. Bien sûr. La PPE prévoit donc, vous l'avez dit, 6 EPR la construction de ces 6 EPR, 8 en option. Qu'est-ce qui, pour vous, va conditionner le passage du cap politique à la décision industrielle vraiment irréversible? On attend une décision finale d'investissement à la fin de l'année. Donc, quelles sont encore les étapes à franchir là dans ces mois critiques qui sont devant nous? Bien, effectivement, nous avons remis notre chiffrage avec les opportunités, les challenges, exactement le devis. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut avoir un financement. Mais nous sommes mis d'accord avec l'État sur un financement, les conditions de financement, et ça a été déposé à la Commission européenne au mois de novembre. On attend le feu vert sur l'aide. En gros, l'aide consiste à avoir jusqu'à 60% un prêt bonifié par l'État, ce qui fait qu'on ne paiera pas d'intérêt pendant la phase de construction, on commencera à rembourser quand on créera de la valeur en faisant tourner les réacteurs. Et puis, il nous faut continuer à travailler, à convaincre, embarquer avec nous la filière française, parce que c'est un énorme programme industriel, et c'est ce à quoi on s'attend. Et pour moi, l'objectif, c'est la décision finale d'investissement avant la fin de l'année. Et on mettra sur la table aussi l'option +8, parce que ce qu'on voit, et nos anciens l'ont fait, hein, quand vous faites une série, ben, vous gagnez, nous, on pense qu'on peut gagner, toutes les paires de réacteurs, on peut gagner 15%, au moins pour les 6 à 8 premiers. Et quand on s'inscrit dans une série, eh bien, derrière, les industriels s'organisent pour faire la série et on a l'effet d'échelle. Et on ne réinvente pas, hein, nos grands anciens ont exactement raisonné comme ça. Le devis que vous avez annoncé à la fin de l'année pour les premières paires d'EPR, vous l'avez présenté comme un prix plafond, parce que c'était quand même 84 milliards, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous rend confiant dans la maîtrise des coûts et des délais cette fois-ci? Bien, d'abord, je challengeais, j'ai passé 10 ans dans le nucléaire avant d'être EDF, j'étais patron de Framatome. Eh bien, c'est que déjà, si je prends Framatome et maintenant Arabelle, qui font les équipements, on leur a demandé de réduire leur temps de production, le lead time, de 25% tous les 2 ans. Et ils le font. Donc, on voit que quand on lance une série, ça fonctionne. Donc déjà, côté équipement, on est rassuré. Ils vont continuer à aller chercher ça. Ensuite, on travaille avec les génies civilistes. Et il y a des très bons génies civilistes en France. Dans le même esprit, bien sûr, il y a des juristes qui nous aident, mais il n'y a pas 50 juristes de chaque côté pendant la discussion. On travaille, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner? Il nous a emmené des propositions. Maintenant, il nous reste à bien travailler sur l'organisation, la logistique des chantiers. Finalement, la logistique a pesé énormément dans les coûts de Flamanville et les retards. C'est des choses aussi bêtes que pour les ouvriers se rendre sur le site. Il y a beaucoup de choses qui ont pesé, hein, l'organisation, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, toutes ces clarifications. On sait faire des grands programmes en France, la Défense en fait, donc ça est en place. Et pour moi, vous avez raison, c'est un sujet de logistique. C'est réussir l'approvisionnement du bon tuyau au bon endroit pour le monter. Et c'est là que ça va se jouer. Vous le disiez tout à l'heure, l'hydraulique revient au centre du jeu, notamment via les STEP, les stations de pompage. Quel rôle vous allez lui attribuer dans l'équilibre du système finalement? Eh bien, l'hydraulique, ça participe. Et j'ai lu les textes de nos anciens quand il a fallu lancer le programme nucléaire. Mes prédécesseurs, ils ne dormaient plus, ils se demandaient comment ils allaient financer, comment ils allaient assurer la stabilité d'ensemble. Ils ont dit, on va faire une relance de l'hydraulique aussi. Et finalement, ça marche ensemble, le nucléaire et l'hydraulique. Et effectivement, l'hydraulique, c'est un moyen de stabiliser l'ensemble. Alors, on a 20 gigawatts électriques d'hydraulique. D'ailleurs, quand vous allez dans une centrale hydraulique, parfois, vous voyez le même contrôle-commande que celui qui allait dans la centrale nucléaire. Puisqu'à l'époque, ils avaient dit, tiens, on va lancer ça en même temps. Et puis les filières ont divergé, mais là, on a la possibilité de les faire reconverger et de faire travailler la chaîne industrielle française pour l'ensemble. Effectivement, on peut augmenter notre potentiel, réélever certains ouvrages, et puis c'est ce que vous appelez les STEP, c'est le pompage. En gros,
En ce moment, vers midi ou 14 heures, quand il y a du soleil, ben les prix spot descendent près de zéro. L'eau du barrage, une fois qu'elle est descendue, vous la récupérez, vous la repompez, et ensuite vous la redescendez lorsque c'est favorable. Et déjà l'an dernier, on a battu un record de pompage sur les steppes. On a pompé 6 TWh. Et c'est ça qu'on compte faire. Donc on compte installer 4 gigawatts de plus, 2 à horizon 35 et 2 au-delà. Et sur ces 4 gigawatts de plus, 0,5 c'est l'élévation d'ouvrage, là on peut le faire. Donc et le là, reste, globalement, c'est comme si on ajoutait une sécurité, une réserve de 4 réacteurs nucléaires, quoi. C'est une réserve, effectivement, et qui est mobilisable. On peut la mobiliser en 15 minutes. Donc après, on est extrêmement prudent, parce qu'avant de faire un lâcher, il faut s'assurer qu'il n'y ait personne, etc., en dessous, hein, même si normalement il ne devrait pas y être. Mais, donc il y a des précautions de sûreté hydraulique que nous prenons, mais effectivement, elle va nous aider à stabiliser. Et je vous parlais de nos grands anciens, en fait, on retrouve les mêmes réflexes que ceux de nos grands anciens. Alors, la France connaît une situation de surproduction électrique avec une modulation croissante du parc, c'est-à-dire que vous êtes obligé soit d'abaisser considérablement la puissance des réacteurs, soit de les éteindre. Et le rapport que vous avez publié cette semaine anticipe, alors documente des modulations de plus en plus profondes, des arrêts de plus en plus fréquents, et vous anticipez une modulation de 42 TWh et demi dès 2028, des arrêts de phase complets plus nombreux. Est-ce que c'est de nature à mettre simplement le réseau en fragilité, en péril? Alors, effectivement, la modulation augmente. J'ai en tête 31 TWh en 2024, 33 en 2025. Ceci dit, la modulation, on a connu ça depuis le début. Et c'est une grande fierté de nos ingénieurs, c'est que nos réacteurs, ils sont capables de moduler, de changer 80% de leur puissance en 30 minutes. Ils peuvent le faire 2 fois par jour. Alors, presque tous les cas, quand vous êtes fin de cycle sur le fin de votre combustible, vous êtes un peu moins manœuvrant, mais on peut le faire. Et c'était normal parce que avec un gros parc nucléaire, eh bien, la nuit ou le week-end, il y avait moins de besoins. Et il est arrivé qu'on module beaucoup. J'ai en tête, en 94, à la fin du palier des 1300 MW, on modulait plus de 50 TWh par an. Oui. Donc plus que ce qu'on faisait aujourd'hui. Et ensuite, bien, c'est reparti avec la consommation, donc toujours le sujet de consommation. Hein. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau, c'est que c'est la fréquence. C'est pas juste pendant la nuit, ou le week-end. Ça peut être à tout moment, en général vers midi, etc. Au moins plusieurs fois par jour, et aussi la profondeur de la modulation. Alors, quand on module, bon, le réacteur, on le maintient à chaud. Bon, la sûreté nucléaire, dans tous les cas, bien sûr, est maintenue. Et puis, vous arrêtez, redémarrer des pompes, des turbines, ben, ça s'use plus vite. Enfin, ça s'use plus vite. Pour le nucléaire, mais pas que le nucléaire, dans l'hydraulique, pour nos équipements à gaz, etc. Et donc, c'est ça qu'on a mis sur la table. Une fois qu'on l'a mis sur la table, c'est quoi les solutions? On est avec des ingénieurs et des scientifiques. Une fois que le problème est bien posé, vous avez déjà des esquisses de solutions. Je posais la question sur le réseau, parce que vous documentez aussi des arrêts plus fréquents et qui, ça ne redémarre pas en un claquement de doigts. Voilà. Et donc, ce qu'on va mettre sur la table, c'est un peu les contraintes, les limites auxquelles on peut descendre. Et il y a 2 choses. 1, le coût complet du système qu'on met sur la table. 2, les lois de la physique, avec la stabilité du réseau. Hein. Et ensuite, quel progrès, quel aménagement on peut en amener. Et là, c'est les discussions qui vont commencer. Mais on a des pistes de solutions. Déjà, si on électrifie, c'est ce qui s'est passé, ben, déjà, ça dilue l'ensemble du sujet. On est capable aussi d'amener de la flexibilité. Par exemple, les heures creuses, il y a en ce moment un certain nombre de clients qui passent en heures creuses plutôt vers le milieu de la journée. Ben, tout ça, ça aide l'ensemble. Il y a les moyens flexibles comme les steps que vous avez évoqués. Aussi, des clauses de revoyure dans la programmation qui permettent aussi d'ajuster l'ensemble, et des décisions plus techniques, comment nous, on peut trouver des espaces pour maintenir cette disponibilité. Bon, on va trouver des solutions, hein. Nos ingénieurs, ils sont très bons. Pour ça, faut peut-être le préciser, ça ne met pas en péril la sûreté du parc. Non. Non, absolument. Donc là, par contre, ça change un peu, parce que les opérateurs avaient l'habitude de moduler de façon prévisible, anticipée. Là, c'est plus souvent. Donc,
ça sollicite davantage nos organisations, donc il faut qu'on en tienne compte dans la manière dont on les forme, dans la manière dont on staff, etc. Mais bien sûr, la sûreté nucléaire, c'est quelque chose de priorité absolue. Pour nous, c'est sûreté, sécurité et santé de nos salariés. C'est surtout les circuits secondaires qui sont touchés davantage. On les use davantage. Enfin, oui. Tout le monde peut bien comprendre que le moteur d'une pompe, quand vous l'arrêtez de redémarrer beaucoup, il s'use plus vite que quand vous tournez à un régime normal. Et c'est ça qu'on observe. Alors, dans le débat public, la question, elle est finalement assez simple. Pour sortir de cette sorte d'impasse, la solution, est-ce qu'elle passe par un ralentissement de certains développements de moyens de production ? Ou est-ce qu'elle passe par une électrification massive? Mais alors là, la trajectoire, elle est plus qu'ambitieuse. Oui, mais c'est vraiment la meilleure réponse, c'est l'électrification. Parce que quand vous électrifiez, vous décarbonez. Et on a une facture, nous, ce qu'on cherche, c'est une électricité qui soit compétitive, souveraine et bas carbone. Et la France a une facture fossile de 60 milliards, un peu plus par an. Alors que l'électricité, on en vend plutôt 5 milliards. Donc tout ce qui va dans ce sens-là va dans le bon sens pour la souveraineté, pour l'efficacité économique, et c'est charge à nous de trouver les bons réglages. Alors on a commencé à le faire avec les industriels, avec notre politique commerciale. Moi j'étais content de voir que ArcelorMittal annonce qu'ils investissent des fours électriques à Dunkerque, et ça va jusqu'à 4 TWh. Hein. C'est des choses importantes. On a stabilisé la situation contractuelle avec Aluminium Dunkerque, c'est 7 TWh. Donc il faut travailler avec les industriels, les procédés, et qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre à disposition les outils qu'on a, les incitations à disposition de l'électrification. Mais est-ce que vous percevez déjà ces signaux tangibles d'électrification? Parce qu'on en parle quand même depuis un certain nombre d'années. Or, depuis 2019, la consommation d'électricité, elle baisse, elle a baissé de 8%. Alors, elle a baissé. Bon, il y a des situations de crise, des augmentations, et moi-même, j'étais consommateur d'électricité, et quand j'ai vu ma facture augmenter, je demandais à mes collègues qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser. Bon. Donc, il y a quelque chose de sain quand même, qui est de l'amélioration de l'efficacité. Et ça ne veut pas dire que c'est désespéré, c'est-à-dire que les gens s'en occupent vraiment. Et une fois qu'on a fait ces gestes-là, il y a les opportunités, et c'est vraiment les amener à passer à l'action. Ça commence par nous. On peut discuter des contrats pendant 2 ans ou se mettre d'accord en 1 semaine. Ce qui s'est passé pas loin quand Safran a choisi la France pour mettre son usine de frein à carbone. Bon, avec Olivier Andriès, on s'est vu 2 fois, ça y est. Bon. Concrètement, il y a 600 projets, vous me disiez? Oui, il y a 600 projets qui sont là. Alors, certains sont plus avancés que d'autres. De l'industrie, hein. Oui, comment pratiquement passer à l'action de leur côté. C'est une discussion entre industriels. Il faut parler des procédés, parce que chacun a un sujet différent. Je voyais dans la chimie, si vous avez une colonne à distiller, vous la mettez en reflux, mais vous n'arrêtez pas. Si vous avez une presse, c'est autre chose. Donc, c'est ces détails-là qu'il faut aller, et puis une volonté commune. Donc, on va pouvoir avancer là-dessus. Et puis ensuite, des clauses de revoyure, il faut voir combien on a avancé par rapport au plan de développement de la génération d'électricité. Sans signal prix clair, parce que l'électricité reste quand même beaucoup plus chère en France qu'aux États-Unis, par exemple, ou qu'en Chine, qui sont les concurrents des entreprises. Sans signal prix clair, quelles conditions pour vous sont indispensables pour que ça décolle vraiment? On signe des contrats qui permettent aux industriels de se projeter. Je prenais ArcelorMittal, ils ont signé pour 18 ans. Ensuite, on a mis sur le marché des outils qui permettent d'acheter à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et les forwards sont assez bas, 50 € du mégawattheure. Donc ça, c'est incitatif. Et donc, c'est ces dispositifs-là. Et puis, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir. Bon, j'espère que nos clients, ils sentent que EDF est là pour les accompagner, pour les aider. Et c'est ça qui déclenche aussi... alors, les États-Unis, il y a des endroits où c'est moins cher avec le gaz de schiste. Les réseaux, c'est une autre histoire, hein, et c'est pas partout pareil. La Chine, on y est. Bon, il y a un écart d'une quinzaine de %. Bon, mais on a vraiment une capacité, et c'est un atout qu'on a. On a notre électricité qui est souveraine, qui est décarbonée, qui est compétitive. Et plus
on fait tourner nos équipements, plus on est compétitif. Est-ce que vous pouvez aussi jouer un rôle direct d'entraînement en modifiant, par exemple, vos offres, vos contrats pour vous adapter à la cloche solaire de la mi-journée? Oui, oui. Qu'est-ce qui est sur la table? Oui, on a effectivement des offres qui facilitent des offres de flexibilité. Bon, on en voit aussi, on déploie des bornes de recharge. Il peut y avoir aussi des contrats qui permettent de recharger au bon moment. Et tout ça existe. Et au-delà de ça, il y a aussi l'incitation qu'on peut faire pour faire venir des data centers qui s'insèrent dans notre système électrique. Et nous avons des terrains. Nous sommes, je crois, le 3e propriétaire foncier de terrains industriels en France, d'anciennes centrales à charbon avec des connexions. Et l'idée, c'est d'aller vite pour leur permettre de mettre en place des data centers. Et récemment, nous étions à Montereau pour accompagner un opérateur de data center. Le projet, c'est 450 MW, c'est un demi-réacteur nucléaire. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble de ces mesures et c'est une question de rapidité d'exécution. Si la demande n'accélère pas comme prévu, quelle clause de revoyure vous semble la plus nécessaire dans la trajectoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra ralentir le déploiement des nouvelles capacités solaires et éoliennes? Et quand est-ce qu'il va falloir... voilà, combien de temps on peut tenir avec une surproduction qui sera en hausse? Bien, déjà, nous, on continue, on peut avancer. Il y a besoin de nos 6 réacteurs. On a 55 gigawatts installés. Hein. Oui. Ben, même si on augmente la durée de vie, à la fin, ils vont vieillir. Et à un moment, on en faisait 6 par an. Donc, quand ça va arriver, ça va venir vite. 6 réacteurs, c'est 10 gigawatts. Donc, 6 plus 8, c'est plutôt 25. Donc, on sent bien que ça, il faut y aller. On en aura besoin. Il y a une revoyure en 2027. On verra où on en sera à ce moment-là. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est l'efficacité, parce que les idées, elles sont là. Vous voyez, vous savez, quand vous électrifiez, vous pouvez parfois économiser 2 tiers de votre consommation énergétique. C'est notre capacité à exécuter rapidement. Et à mon avis, s'il y a des choses à faire, c'est accélérer ces choses-là qui sont saines pour l'économie, pour la souveraineté et pour la décarbonation. Vous pensez que l'électricité, en 2040, elle restera abordable compte tenu de toutes ces dépenses de réseau qui vont être engagées? Oui, alors notre réseau, il est formidable, mais il date de l'après-guerre. Donc de toute façon, il faut aussi le moderniser. Hein. Et c'est les 2 tiers des dépenses, c'est moderniser notre réseau. Et ça, c'est un asset qui a de la valeur, qu'on sait financer de toute façon. Et au-delà de ça, oui. Et le réseau, et si on électrifie, à ce moment-là, vous diluez le coût du réseau dans une électrification plus importante. Donc vraiment, la bataille, pour moi, c'est l'électrification. Je ne suis pas tombé dans l'électricité quand j'étais petit, hein, mais là, je trouve que c'est vraiment un excellent moyen. Et c'est ça la bataille qu'il faut mener. Et on a les atouts en France. Je vous remercie. Je vais laisser du temps à la salle pour poser des questions. Et déjà, on va vous applaudir, hein, Bernard Fontana. Merci beaucoup. C'est à vous, cher public. Vous êtes venus nombreux. Il y a déjà des mains qui se dressent ici. Donc, beaucoup de questions. On n'aura pas le loisir de les prendre toutes, mais on va commencer avec vous. Un hôte ou une hôtesse va se diriger ici. Voilà. On a 2 questions côte à côte. On commence avec vous, monsieur. On vous écoute. Je m'appelle Zhang, je suis scientifique d'énergie. Je vous pose des questions un peu critiques. Vous EDF, vous envoyez beaucoup de technologies, construisez beaucoup de centrales nucléaires dans la Chine. Cette question, c'est est-ce que vous rendez-vous avec Grande Sea? Est-ce que vous EDF, qu'est-ce que votre responsabilité dans le complice avec les totalitaires? Je crois comprendre que la question porte sur vos activités en Chine et votre complicité avec un régime totalitaire. Bon, je laisse monsieur juger ses valeurs. Effectivement, le développement du programme nucléaire en Chine
c'est fait avec la France. Ça a commencé à Dayabé, à Lingao, et on a créé des liens avec ces ingénieurs. Donc, en ce moment, on a des équipes qui sont sur les réacteurs de Taishan, et cette coopération existe et elle dépasse toutes les appréciations, et nous sommes fiers de travailler avec eux. Monsieur à côté, on vous donne le micro. Oui, bonjour, merci de votre présence. Je voudrais moi parler quelque chose qui est vraiment lié au réseau. Avec les évolutions climatiques fortes que nous subissons en ce moment, on voit que l'électricité devient difficile à maintenir jusqu'au foyer. Est-ce que vous pensez que enterrer les réseaux de plus en plus est rentable? Ou en tout cas, dans cette trajectoire, est-ce qu'il ne serait pas bon sur certains endroits plus fragiles que d'autres en ce moment, et on le voit, de faire un effort pour enterrer tous les réseaux? C'est effectivement une question qui se pose là, et j'en profite pour saluer les collègues d'Enedis qui sont mobilisés, puisqu'il y a tempête après tempête. Il y a des arbres qui tombent et ça arrive effectivement. Donc, je crois, j'ai en tête, près de 70% du réseau est enterré. Et c'est une question que je pose régulièrement à mes collègues d'Enedis. Vous ne pouvez pas en enterrer un peu plus? Ils me disent si on voulait tout enterrer, je crois que ce serait... Ils me parlent de 1000 milliards d'euros, etc. Donc, par contre, d'avoir des réponses sélectives, des vitesses d'action et la résilience du réseau, c'est effectivement un sujet et ça fait partie des programmes d'investissement qui sont sur la table. Donc, il n'y a pas tout, mais le travail de résilience, effectivement, existe. Puisque plus on va électrifier, plus les gens vont être attentifs à ces coupures. Donc, c'est à la fois la résilience et puis la vitesse d'intervention. Et c'est quelque chose qu'on suit avec la commission de régulation de l'énergie, c'est le temps dans lequel on dépanne, ils appellent ça le critère B, les particuliers. Monsieur. Oui, merci Monsieur Fontana. J'aurais une autre question polémique pour vous, je suis là. C'est notamment par rapport au positionnement de certaines personnes qui sont des anciens directeurs d'EDF, comme Monsieur Proglio, Monsieur Macheneau. Vous avez aussi la position de l'ancien directeur de l'Andra, M. Villard, qui a fait une déclaration dernièrement dans le Figaro, critiquant beaucoup la mise en avant des énergies renouvelables, même si vous avez beaucoup parlé du nucléaire. La politique pluriannuelle remet les énergies renouvelables sur le tapis, et il y a cette polémique montrant que EDF, aujourd'hui, pâtit énormément, en tout cas est en train de sombrer à cause de la politique de la reine et du fait que les énergies renouvelables sont prioritaires dans la politique énergétique. Je voulais savoir votre position et ce que vous en pensez de ce débat. Déjà, l'AREN est derrière nous, puisqu'on est sorti de l'AREN au 1er janvier, et donc on est toujours là. Non, mais le principe du merit order, j'imagine, parle de priorité sur le réseau. Donc ensuite, bon, nos grands anciens s'expriment, on est là grâce à eux, donc on les respecte forcément. Moi, je ne suis pas dans l'opposition des technologies, il y a la place pour tout le monde, et ça va être une combinaison, et charge à nous aussi de délivrer, de monter en cadence, et c'est de ça dont j'ai parlé, et de rassurer, parce que parfois on nous dit oui, mais il faut des renouvelables parce que votre nucléaire il sera disponible, que ça va prendre un temps fou, etc. Donc on montre qu'on est capable de monter en cadence dès maintenant, qu'on augmente notre durée de vie, mais aussi la puissance d'un certain nombre de réacteurs. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, je ne suis pas dans l'opposition, mais dans une discussion rationnelle, scientifique. C'est quoi le coût total du système? C'est quoi les règles de stabilité des réseaux? Vous ne seriez pas opposé, par exemple, à un changement qu'on demande aussi aux renouvelables de moduler? Oui, d'ailleurs, ils sont uniquement à EDF, quoi. D'ailleurs, ils sont ouverts à le faire, donc il y a des règles qui vont intervenir. Le seuil aussi pour appeler de la régulation a été baissé. Donc, les choses vont dans ce sens-là. Et je pense qu'on gagne plus à travailler ensemble et à faire marcher le système. Mais bon, chacun est libre de s'exprimer. On va prendre une dernière question. Monsieur, on vous écoute. Oui, merci pour cet exposé. J'ai une question concernant la vision. Alors, je voudrais quand même rappeler que en France, à peu près les 2/3 de l'énergie consommée, c'est du fossile. Et en Europe, c'est pire que ça. Dans 20 ans, du fossile, il n'y en a presque plus. Alors là, je lis beaucoup d'analystes qui disent oui, on est en surcapacité, mais un EPR, c'est 20 ans. Donc, est-ce qu'on sera prêt? Le jour, parce que je rappelle quand même qu'en Europe, on ne produit pas du tout
ni pétrole, ni gaz. Voilà, c'est une question. Oui, c'est le sujet. Donc, c'est 60% de fossiles. Quelle capacité on a à les substituer? Et donc, poser la question, est-ce qu'on sera prêt? Vous dites, on le fait déjà aujourd'hui. Les augmentations de durée de vie, le temps de réduction de nos arrêts, c'est le programme START, hein, et ça marche. Hein, et on peut bien sûr continuer à progresser. L'augmentation de puissance des turbines, c'est très rapide. Hein. Vous changez la turbine pendant un arrêt. Et donc, on l'a intégré déjà dans les 200 MW. Donc, déjà, les mesures, on les prend maintenant, sans attendre le premier réacteur EPR2, qui est prévu pour 2038. Et c'est tout le sujet, c'est de tenir les délais. Et moi, j'ai un mot d'ordre très simple: sûreté, sécurité, qualité. Parce qu'il faut faire les choses bien. Si vous le faites 3 fois, ça prend plus de temps. Et lead time, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite? Décider au bon endroit et mettre en place les organisations qui font ça. Sincèrement, le premier va peut-être prendre un peu plus de temps, mais moi, j'ai confiance parce que, à titre personnel, j'en ai vu démarrer déjà 4 EPR, hein, et mes collègues aussi, et on sait ce qu'il faut faire et pas faire. Vous l'avez montré d'ailleurs dans l'optimisation du parc déjà, qui est allé très loin. Et on le voit déjà dans les grands travaux. J'avais en tête, par exemple, le Cruas 3. À l'époque, j'étais Framatome, et tout le monde en Framatome avait une incentive sur le délai d'intervention à Cruas 3. Et même les assistantes, elles disaient, oui, il va faire chaud, est-ce qu'on peut leur amener de l'eau s'ils ont soif, etc. Et donc, cette mobilisation, en mettant bien sûr sûreté d'abord, sur le lead time, elle permet de progresser. On a des marges de manœuvre. Je vous donne juste un exemple, je vois que le temps passe. Mes collègues d'Arabelle, ils fournissent les équipements de la salle des machines. Et il y a des points d'arrêt. Donc, on arrête l'usine, on arrête le fournisseur. 2 jours avant, on vérifie, il y a un tampon, etc. Et Arabelle, historiquement, fournissait la Russie, fournit bien sûr aussi les États-Unis. Et là, il y a 500 points d'arrêt pour une centrale nucléaire. Et nous, en France ou en Grande-Bretagne, on a trouvé le moyen de mettre 26 500 points d'arrêt et 52 mois de plus. 26 500 oui. Contre 500 ailleurs. Voilà. Et donc, c'est le même équipement à la fin quand même, hein, sauf qu'il y en a un qui a plus de papier. Et donc là, vous avez quand même une marge de manœuvre. Alors, mes collègues sont très contents parce qu'ils sont descendus pour EPR2 à 1700 points d'arrêt. Je dis non, pas du tout. C'est beaucoup trop encore. Et donc, on travaille à descendre vers 700 points d'arrêt. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est là qu'est la réponse à vos challenges. Donc, ce n'est pas insurmontable. Hein. C'est notre organisation et notre capacité à décider et à prendre les bonnes mesures. C'est ça qui me rend confiant dans le fait qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Bernard Fontana. On vous applaudit. À plus le temps. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler information, éducation, innovation, la télévision publique rempart de la vérité scientifique, avec une autre invitée de prestige en la personne de Delphine Ernotte. À tout de suite.